Je vais surtout vous exposer un peu la démarche qu'on a suivie, les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'évaluation des psychothérapies, moi, avec des tas de questions, et puis des propositions éventuellement à collaboration sur des choses. Alors, et puis je vais vous exposer mes questionnements sur la science. Enfin, c'est Bruno qui parle comme ça, où on a eu des échanges comme ça sur sciences dures et sciences molles. Enfin, en psychiatrie, on se retrouve souvent sur des recherches qui peuvent soit avoir des méthodologies extrêmement rigoureuses et qui sont assez réductrices autour d'essais randomisés, ou des évaluations plus qualitatives. Et à ce moment-là, on se retrouve pas, voilà, on est dans un entre-deux. Et comme moi, j'étais à l'interface pendant 10 ans, puisque je suis à l'interface entre la clinique et la recherche clinique, puisque j'ai eu 10 ans de contrat d'interface, je suis retrouvée prise entre les deux mondes. Donc, je vais vous expliquer comment ça a marché. Donc, je vais vous faire 3 parties. Donc, aujourd'hui, pour vous caler le décor, il est acquis aujourd'hui en 2018 que la thérapie familiale est le traitement gold standard de l'anorexie mentale. L'anorexie mentale, c'est un trouble des conduites alimentaires, je vais faire très bref, qui commence le plus souvent à l'adolescence, qui va se poursuivre généralement de manière assez longue, hein, on tombe souvent dans la chronicité, les guérisons c'est rarement avant 1 an et demi à 3 ans, et qui nécessite une prise en charge qui est multidisciplinaire avec des aspects somatiques, des aspects psychiques et des aspects familiaux. Donc c'est dans ce contexte-là que moi je me suis inscrite. Je travaillais dans un service à l'époque prenant en charge des troubles des conduites alimentaires, et je vais vous demander à partir d'aujourd'hui du gold standard de repartir 20 ans en arrière dans un contexte clinique assez différent, c'est-à-dire un service de psychiatrie d'orientation plutôt psychodynamique qui accueille des patients, des familles, qui les soigne et qui n'est pas très ouvert à l'évaluation. Alors, j'arrive en novembre 95 comme chef de clinique dans un service qui a un souci permanent, qui est celui effectivement d'améliorer la prise en charge des patients. Ça c'est clair, tout le monde est d'accord, il y a un consensus absolu. Et c'est un service d'orientation psychodynamique, je vous l'ai dit. À peu près 50 personnes sont hospitalisées, 50 patients adolescents entre 13 et 18 ans sont hospitalisés par an. Ils sont hospitalisés quand les soins en consultation sont impossibles, des situations sévères, donc ce sont des situations de recours en plus qui sont adressées de l'extérieur. Et le constat est fait qu'à peu près un tiers des patients sont réhospitalisés dans les 6 mois qui suivent la sortie. Les hospitalisations sont très longues, elles sont en moyenne de 4 à 5 mois. Donc autrement dit, pour un tiers des patients, alors qu'on investit quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de soins et beaucoup d'argent, au bout de 6 mois, il faut recommencer. Donc avec toutes les complications, la chronicité et la mortalité aussi qu'il y a derrière, puisque l'anorexie mentale est l'une des pathologies ayant le plus haut taux de mortalité en psychiatrie. La question était donc comment améliorer nos pratiques. Dans les années 87, un très beau papier qui à l'époque a fait pas mal de bruit, qui est resté dans les annales, qu'on ne ferait plus de la même façon maintenant, mais est paru sur l'intérêt de la thérapie familiale. Je vous fais court, dans les groupes de jeunes gens qui étaient adolescents avec un début des troubles avant l'âge de 19 ans, il a été montré qu'une prise en charge en thérapie familiale faisait mieux dans un essai randomisé qu'une prise en charge en thérapie individuelle. Et donc c'est de là où est partie la question de proposer à ce type de patients des thérapies familiales. Dans le service où je travaillais, il y avait, je vous dis, 40 à 50 patients hospitalisés qui correspondaient exactement à ces critères, mais la thérapie familiale n'était pas proposée. Donc, d'où l'idée, est-ce que la thérapie familiale, dans la thérapeutique qu'on propose, peut apporter un plus à la prise en charge et donc aider ces patients qui allaient très mal à aller mieux. Donc là, c'est la rencontre, c'est souvent comme ça que ça commence, entre M. Jamet, donc professeur en France, et M. Russell en Angleterre, qui avait coordonné l'essai, et donc l'idée de mettre en place cette recherche. Comme j'étais la dernière arrivée, le chef de clinique qui arrive, on lui dit, bah voilà, c'est simple, tu veux faire de la recherche, c'est assez facile, vas-y. Donc le traitement dans le service, c'était multidisciplinaire, multidimensionnel, à géométrie variable et architecture variable dimensionnée au patient, adaptée à ses besoins, a priori, donc qui était coordonné par un psychiatre et qui proposait le plus souvent, dans les 2 tiers des cas, une thérapie individuelle et pas de thérapie familiale. Comment ça marchait ? Le sujet et sa famille étaient reçus, enfin ses parents pour être exact, excusez-moi, pour une consultation dans la prise en charge, aussi bien depuis l'ambulatoire en hospitalier ou après l'hospitalisation.
ensemble pour faire le point et mettre en place le projet de soins. Puis il y avait des consultations individuelles. Si besoin, les parents pouvaient être reçus pour être soutenus ou en thérapie de couple en fonction des situations pour être accompagnés. On pouvait proposer une thérapie individuelle à chacun des parents, aux patients si besoin. Quand on était inquiet pour la fratrie et qu'on entendait des choses, on proposait des choses à la fratrie. Et puis tout ça était coordonné avec un dispositif de prise en charge globale, nutritionnelle, pédiatrique. Et puis il y avait un groupe de parents pour les parents aussi. Mais par contre, la thérapie familiale n'était proposée que dans 3% des situations, donc très peu. Donc là a commencé un processus de réflexion long. En psychiatrie, souvent c'est long, on réfléchit beaucoup avant de faire les choses. Et donc des réunions locales entre les cliniciens, les potentiels chercheurs, et puis la question de faire une recherche, qui n'était pas très très bien perçue. Des réunions internationales pour faire venir l'équipe qui avait développé ce projet et qui viennent nous expliquer comment ils travaillaient. Alors, et puis j'oubliais les réunions de l'ESCAP avec les jeunes chercheurs qui se rencontrent et qui réfléchissent au projet. La thérapie familiale proposée par l'équipe anglaise était le soin central de la prise en charge. Pas du tout le dispositif qu'on avait, juste cette thérapie familiale qui porterait un cadre thérapeutique très particulier puisqu'elle était focalisée sur le trouble alimentaire et la nutrition. Donc 3 phases, une première partie où on donne aux parents le contrôle, je vous fais très court, de la renutrition pour que les jeunes gens soient renutris. Une deuxième phase où on rend le contrôle aux jeunes qui commencent à aller mieux. Et une troisième phase où on aborde brièvement les difficultés familiales, les difficultés de relations. Et au bout d'un an, la thérapie est arrêtée. Alors là, ce n'était pas du tout le contexte chez nous. Le contexte chez nous, même si avec 3% de thérapie familiale, je vous ai dit le dispositif global, la thérapie familiale, elle se faisait fort de se décentrer de l'alimentation et de ne pas l'aborder. Par ailleurs, elle était menée sur un rythme qui était certes à peu près régulier, toutes les 3 semaines ou tous les mois, comme c'était fait en Angleterre, mais elle travaillait sur des axes très différents qui n'étaient que les relations familiales. Et puis alors surtout, il était hors de question de définir une thérapie avec une durée prédéterminée. Absolument impossible. Donc, répliquer l'étude du Maudsley et la thérapeutique n'était pas possible, puisqu'il y avait des oppositions théoriques, des oppositions pratiques, un contexte différent, une culture de service différente. Et la question était, comment est-ce qu'on pourrait évaluer les soins existants ? Et puis, il y avait un autre problème, c'est que quand on a commencé à dire évaluation, thérapie, et c'est randomisé, alors là, ça, c'était déjà plus possible. Puisque randomiser était anéthique, c'est ce qui était perçu dans le service, et que randomiser des patients, c'était de leur faire perdre une chance. Et puis après, il y avait aussi la question de l'efficacité. Comment on allait mesurer cette efficacité ? En intrapsychique, en évaluation globale, on allait être réducteur, on allait absolument réduire tout l'intérêt de ce qu'on fait et pas savoir le mesurer. Et puis, de toute façon, en plus, quand on commençait à se plonger sur les choses, comment on allait mesurer les relations familiales ? Les Anglais l'avaient utilisé autour du concept d'expression, d'émotion exprimée, qui n'était pas développé, et c'était un autre projet de recherche. Voilà, donc moi, j'en étais dans cette situation-là. Et puis, c'était un peu la mission impossible. Mais bon, il a fallu trouver une solution. Et la solution, elle est passée par l'analyse de la situation et du contexte global. Vous aviez 50% de la thérapie, enfin, un petit groupe de gens qui voulaient la thérapie familiale, le chef de service et les thérapeutes qui étaient dans le service. Puis, vous aviez l'autre moitié qui n'en voulait pas, donc avec une espèce de guerre des tranchées et surtout pas de recherche. Et l'idée, c'était que... il n'y avait aucune étude qui avait été faite dans la littérature qui puisse dire s'il y avait un intérêt ou pas d'intérêt à la thérapie familiale dans un dispositif comme on en avait un, puisque le dispositif évalué, c'était thérapie individuelle versus thérapie familiale, donc 2 dispositifs très différents. Or, nous, vous avez vu, on avait un dispositif complexe, et certains qui étaient contre disaient que si on introduisait la thérapie familiale, on allait alourdir les soins, on aurait donc beaucoup moins de compliance aux soins et une moindre efficacité. Et puis les autres, les thérapeutes familiales, nous disaient non mais attendez, vous moquez de moi, à chaque fois il y a une situation difficile et que vous ne savez pas quoi faire, vous nous les adressez. Donc ça veut dire que potentiellement on a une efficacité thérapeutique. Et donc le jugement de Salomon est tombé pour essayer de trouver un peu une concorde entre tout ça, et ça a été le chef de service qui a posé les choses. On va faire une recherche randomisée, puisque de toute façon vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, et qu'en conséquence il n'y a pas de consensus. La seule façon de départager ça et de savoir, c'est de faire une recherche randomisée. Donc là, il a fallu construire le plan expérimental. Donc vous l'avez bien compris, une étude ok, prospective, comparative, randomisée, ok, ça à peu près, on était arrivé. Mais on était dans la vraie vie. Les séances qui soient avec 3 phases de thérapie décrites, dans un manuel idéalement, et puis une durée finie, ça c'était pas possible. Impossible. Ça c'était impossible de convaincre les thérapeutes. Donc on en est arrivé à un truc un peu intermédiaire.
C'est-à-dire qu'on a proposé de faire la thérapie familiale comme dans la vraie vie, de prendre notre protocole comme il était dans la vraie vie, et puis de randomiser l'attribution de la thérapie familiale. Dans la mesure où dans la vraie vie, le nombre d'heures est extrêmement variable, le fait d'ajouter un nombre d'heures de thérapie dans le programme, on a défendu l'idée que ça ne changeait pas vraiment les choses, puisque de toute façon, alors on a bien des gens qui ont essayé de nous dire, mais attendez, vous ajoutez, donc il faudrait rajouter de l'autre côté, on n'a pas fait. Voilà. Donc on est parti dans la vraie vie, et puis on est parti sur un protocole d'évaluation. Donc les thérapeutes nous ont dit, mais attendez, vous n'y arriverez jamais. Ils avaient résisté pendant 3 ans, 4 ans avant qu'on arrive à mettre en place le protocole, et puis les familles ne voudront jamais. Donc on a monté le projet, les rencontres locales, je vous ai dit, les rencontres avec le Maudsley, les rencontres avec les Européens qui nous suggèrent de mettre en place des évaluations, et puis arrive le moment des projets PHRC, et alors là, pas de chance, ça marche. Donc on trouve un CRC, à l'époque c'était les premiers, et alors non seulement j'ai obtenu le CRC, mais en plus ils m'ont dit, écoutez, il n'y en a jamais des études de randomisation en psychiatrie, alors si vous voulez, vous soumettez au PHRC, et vous ne faites pas la pré-étude, vous faites d'emblée l'étude globale. Donc on part sur l'étude globale, donc on monte en place en parallèle l'évaluation sur les relations familiales en collaboration avec les Anglais, parce qu'il fallait développer, ça on a mis 3 ou 4 ans pour le faire, le 5 minutes qui est un des outils. Et puis quand on était parti après, on s'est dit bon, on va continuer, donc on a cherché auprès de la CNAM un suivi à 54 mois, et puis on a obtenu de l'argent aussi de la Fondation Pfizer pour faire le suivi du groupe de patients et familles pendant 13 ans. C'est pour ça que je vous dis que ça dure depuis 20 ans. Donc, on a aussi un conseil très utile et qui, moi, m'est encore utile dans ma pratique aujourd'hui, c'est que le problème des pratiques françaises, c'est qu'elles sont décrites nulle part dans la littérature. Donc, les anglo-saxons ont commencé par dire, écoutez, c'est très bien, mais si vous décrivez pas ce que vous faites, on ne saura pas ce que vous faites, donc vous devez publier sur ce que vous faites. Donc, on a commencé à décrire nos pratiques hospitalières et nos pratiques de ce qui n'est pas resté décrit, c'est un problème, et je reviendrai plus tard, c'est la thérapie familiale. Elle est juste décrite dans l'article, puisqu'elle est décrite en français partout, mais que les thérapeutes familiales n'ont jamais voulu à l'époque systématiser leur description. Donc on a validé l'Express Emotion, je vous le passe, je fais vite aujourd'hui. Ça a été effectivement plusieurs années de travail, mais ça a été une collaboration assez intéressante. On travaille toujours sur cet instrument. Et donc en quelques chiffres, il a fallu un chef de service qui a quand même beaucoup bousculé une équipe, une 60aine de familles qui sont engagées dans l'aventure avec à peu près 300 personnes si vous comptez les frères et sœurs, 2 thérapeutes familiales qui ont fini par jouer le jeu quand même, 3 équipes, l'hospitalisation, la consultation et la recherche qui ont dû se coordonner, ce qui n'était pas franchement dans les gènes et dans l'ADN, et puis des investigateurs fixes, et puis un médecin épidémiologiste pour faire les analyses, et puis 26 étudiants qui ont fini par travailler au fil du temps, et puis des communications, des publications, etc. Donc on en est à 20 ans, il y a eu 7 financements. Finalement, je trouve que rétrospectivement, ça n'a pas coûté si cher que ça, parce qu'on en est à peu près à 235 000 €, mais il faut remonter 20 ans en arrière. Et puis, il y a un truc, c'est que tous les traitements n'ont pas été pris en charge par le protocole. La thérapie familiale n'a pas été prise en charge par le protocole, les formations n'ont pas été prises en charge par le protocole, etc. Donc ça, c'est le design de l'étude. Donc les patients étaient hospitalisés à l'époque. Et tout patient hospitalisé correspondant aux critères d'inclusion se voyait proposer la recherche, avait un délai de réflexion, pouvait entrer dans la recherche. En fait, on a eu très peu de refus, on a eu 14% de refus de la part des familles. Et généralement parce qu'ils avaient une intentionnalité par rapport au type de traitement qu'ils voulaient. Mais ça n'a pas fait tache d'huile, donc ça s'est plutôt bien passé. On a réussi à introduire les 60 familles. C'était à l'époque le plus gros protocole de thérapie familiale en termes de nombre. Mais comme on est très lent, on s'est fait doubler par les Anglais, les Américains, etc. puisqu'on n'avance pas très vite. Mon emblème, c'est la tortue. Donc, vous voyez, on a inclus les patients entre 1999 et 2002. On a fini le suivi entre 2000 et 2004. On a suivi les patients et fini les thérapies familiales. En tout cas, l'évaluation à 18 mois, pas la thérapie familiale qui pouvait se continuer. On a suivi à 54 mois et à 13 ans. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, ça, c'est le résumé de l'étude. On a eu une très bonne compliance des patients qu'on a pu revoir. On en a perdu, comme on les a évalués à 0, 6, 12, 18, 54 et 13 ans, qu'à 54 mois, on a convoqué toutes les familles pour leur faire un compte-rendu de toute la recherche, leur expliquer et discuter avec eux. On a eu pas mal de gens qui ont accepté l'évaluation à 13 ans. Et donc, on a des données, alors là, elles ne sont pas complètes dans le truc, j'en ai 40 sur 60 au bout de 13 ans, donc ce n'est pas idéal, mais on a des perdus de vue qu'on n'a pas essayé de retrouver. Ce qu'il faut se représenter, c'est que cette cohorte de jeunes gens, ils ont la vie internationale des jeunes gens de l'heure actuelle, donc on en a retrouvé en Australie, au Japon, grâce à Skype, grâce à Facebook et grâce à leur réseau, puisqu'en fait, ils sont tous en réseau, donc ils nous rattrapent, eux, les patients, pour qu'on puisse les voir. Donc on a construit une évaluation qui était calquée sur ce qui s'était fait dans les autres essais, en essayant d'être globale, c'est-à-dire une évaluation sur le critère principal, c'est le critère de devenir principal qui
une échelle de fonctionnement global qui s'appelle l'échelle de Morgan et Russell, qui évalue aussi bien des aspects somatiques que des aspects psychiatriques, que des aspects d'insertion sociale. Et on a détaillé dans les objectifs secondaires chacun de ces aspects par des critères somatiques, psychiatriques, d'adaptation sociale, de psychopathologie générale et de relations familiales. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on a évalués, de symptômes de troubles des conduites alimentaires, j'oubliais évidemment. On a réussi enfin à publier en 2012 notre essai. On a eu du mal à le publier. On a eu du mal à le publier parce qu'entre-temps, en 2001, l'équipe américaine de James Locke a manualisé la thérapie des emblées qui n'était pas au début. Quand on a monté le protocole, il n'existait pas de manualisation des thérapies familiales. Entre-temps, elles sont apparues. Et la petite satisfaction, c'est qu'on a été reviewé dans les archives ou dans les plus grands journaux, mais qu'à chaque fois, on a été refusé pour le même critère parce qu'on n'avait pas de manualisation de la thérapie, ce qui était un défaut de conception. Donc, on a fini par le publier dans PLOS ONE. Donc, les résultats, ça, c'est pour vous donner un petit peu les caractéristiques des patients admis pour vous dire à combien sont des patients en situation difficile sur le plan clinique à l'admission. La prise en charge des patients qui souffrent d'anorexie mentale, c'est principalement de l'ambulatoire. Quand vous avez un échec de l'ambulatoire, vous êtes hospitalisé. Et vous êtes hospitalisé dans un centre spécialisé comme l'IMM quand vous êtes en échec, souvent d'autres centres spécialisés. Donc on a une cohorte de patients qui sont des patients quand même très très sévères. À l'admission dans le service, ils avaient un IMC de 13 à peu près, quand on sait que la normale, bon, ils sont jeunes, on va dire que la normale, elle est entre 18 et 20. Donc, ils ont perdu énormément de poids, sont dans une situation somatique et psychique difficile et ils ont des troubles psychiatriques comorbides importants. Ils reprennent du poids, heureusement, pendant l'hospitalisation. Ils sont inclus en cours d'hospitalisation quand ils ont repris 4 points de BMI. Et à la sortie, vous voyez qu'il n'est pas très loin après l'inclusion, ils ont repris encore un petit peu de poids. Les durées d'hospitalisation, elles sont très longues, donc 22 semaines, c'est un peu plus de 5 mois, si je ne me trompe pas dans un calcul rapide. Et ce sont des gens qui avaient déjà, pour un quart d'entre eux, eu des hospitalisations antérieures. Quand on regarde l'échantillon après, je vais vous donner des résultats qui sont comparatifs de 18 mois, 54 mois et 10 ans après. Donc on les revoit à peu près en moyenne 13 ans après l'inclusion. Là, on a des données sur 36 patients. Aujourd'hui, on en a 40. Il y a un décès en plus qui a été retrouvé. Donc elles ont en moyenne 29 ans alors qu'à l'inclusion, elles avaient en moyenne 16 ans. Elles auront eu une anorexie mentale qui aura eu une durée à peu près de 40 mois, donc vous voyez plus de 3 ans pour celles qui sont guéries. Il y en a 5 dans mon souvenir qui souffrent encore d'anorexie, donc 5 sur 60, un peu moins de 10%, qui sont dans une situation de chronicité à 13 ans. Elles sont pour la plupart avec un conjoint, elles ont eu un enfant pour un quart d'entre elles, et elles ont un niveau supérieur en termes d'études parce qu'on a une groupe de patients qui est lié au biais de recrutement qu'on a dans un service universitaire, qui sont des patients d'origine socio-culturelle plutôt élevée pour la moitié d'entre eux. Donc ça, c'est mon fameux critère de devenir global. Si vous regardez le devenir à 18 mois, il est sévère, parce qu'il n'y a que 40% des patients qui vont de devenir bon ou intermédiaire, ce qui est la proportion classique dans ce type de patients dans les autres groupes de patients soignés sur le plan international. Mais vous voyez que si on compare les deux groupes, vous avez la thérapie familiale en bleu ciel et la thérapie sans thérapie familiale dans le traitement habituel qui est en bleu plus foncé, vous avez quasiment 2 fois plus de patients qui vont bien dans le groupe de thérapie familiale. Et si vous regardez les choses à 54 mois, ça reste avec un écart qui est significatif. Ça s'amenuise à 13 ans, mais vous allez voir qu'il y a des paramètres qui restent encore significatifs entre les deux groupes lors du suivi. Alors il est clair que les interventions ont été naturalistiques au fil du temps, et ce qu'on tend nous à comprendre, c'est qu'une intervention en thérapie familiale permet aux patients d'aller plus rapidement mieux et potentiellement d'éviter d'entrer dans la chronicité. Et on sait très bien que les patients qui rentrent dans la chronicité sont des patients très difficiles à soigner ultérieurement, et que dans les troubles des conduites alimentaires, ce qui est important, c'est d'agir rapidement et de pouvoir aider les patients rapidement à sortir de cette situation. Si on regarde les choses en termes de critères diagnostiques au niveau du critère diagnostic de poids, IMC, d'IMC pour le diagnostic de troubles des conduites alimentaires, classiquement un IMC de 17,5 est ce qui est reconnu à l'âge adulte comme le seuil diagnostique. Vous voyez que la proportion de patients qui sont il ne faut pas que je me trompe à chaque fois, au-dessus du seuil diagnostic est meilleure autour de tout le parcours. Elle est significative jusqu'à 54 mois dans le groupe avec thérapie familiale. Si on regarde les données en termes d'indice de masse corporelle, non pas avec un seuil diagnostic, mais avec un indice quantitatif, les choses ne sont pas significatives en termes
En termes de différence, on voit qu'à l'admission, tous les patients sont similaires, qu'on leur fait tous prendre du poids, qu'au bout de 6 mois, ils en perdent tous, ce qui est classique après une sortie d'hospitalisation, et que la différence se constitue progressivement avec le temps, et elle est significative, là, paradoxalement, seulement à 13 ans, où les gens sont dans une zone de normalité à l'âge adulte, alors que les autres ne le sont pas en moyenne. En ce qui concerne le critère d'aménorrhée, qui est un des critères importants, puisqu'il va occasionner des complications somatiques importantes, par exemple en termes d'ostéoporose, on voit que ce critère-là aussi est extrêmement différent entre les deux groupes et qu'il se maintient au cours de toute l'évolution. En fait. Si on regarde l'évolution de la symptomatologie dépressive, je vous l'ai présenté globalement parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évolution au fil du temps avec une diminution de la symptomatologie dépressive, ce qui est le même pour l'anxiété et toute la symptomatologie psychiatrique, mais sans différence entre les deux groupes. En ce qui concerne les réhospitalisations sur le parcours de soins, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Ça n'est jamais significatif, je le montre juste. Donc la différence, c'est que les temps ne sont pas les mêmes. Là, c'est dans les 18 mois, enfin, au cours des 18 mois, là, c'est entre l'inclusion et 54 mois, et là, c'est entre 54 mois et 13 ans. On n'a pas fini de faire le cumul des données. Alors, les résultats sont non significatifs entre les deux groupes en ce qui concerne l'adaptation sociale et les autres symptômes psychiatriques, dans la mesure où il n'y a pas d'impact spécifique de la thérapie familiale sur ces éléments-là, ce n'est pas forcément très surprenant. Au niveau du fonctionnement familial, on n'a pas réussi à mettre en évidence beaucoup de choses, sauf à 54 mois, ce qu'on montre qu'il y a une cohésion moindre dans le groupe qui a une thérapie familiale et qui est donc le groupe où les gens s'en sortent le mieux. Donc, dans les processus d'autonomisation, il est classiquement reconnu que quand on a un enfant qui est malade sur le plan chronique, on a une cohésion et une protection, voire une surprotection plus importante. Et donc, ce mécanisme d'autonomisation, il peut être imputé à deux choses potentiellement. Il peut être imputé au fait que les patients vont mieux et que donc on les laisse s'envoler et qu'ils vont mieux. Et ou, puisque c'est aussi une cible de la thérapie familiale, que peut-être la thérapie familiale a pu aider. Mais bon. Là, on n'en a pas la preuve. Donc, en conclusion, c'est que l'adjonction d'une thérapie familiale centrée sur la relation familiale et non pas sur l'alimentation dans un programme de soins ambulatoires multidimensionnel post-hospitalisation pour anorexie mentale à l'adolescent et qui impliquait déjà les parents permet quand même une meilleure amélioration et ce, au cours d'un suivi long jusqu'à 13 ans d'évolution. En tout cas, on peut penser que ça contribue à éviter une chronicisation et donc à permettre une meilleure efficacité des soins sur des variables comme le devenir global, l'indice de masse corporelle et le retour des règles. Alors, cette recherche, elle nous a permis de nous interroger sur nos pratiques avec un abord expérimental, de réfléchir à l'amélioration des soins et puis de montrer que peut-être quand même des recherches thérapeutiques non médicamenteuses sont possibles, ce qui n'était pas forcément évident en pédopsychiatrie, et sans perdre notre âme, parce que je pense que les thérapeutes familiales s'y sont bien retrouvés, et que ça nous a permis aussi de travailler sur la description de nos pratiques, ce qu'on ne fait pas bien, et je peux aussi vous dire que dans la mesure où les thérapeutes avaient initialement été opposés à la manualisation, 20 ans plus tard, on a manualisé cette thérapie puisqu'on a commencé une autre recherche de comparaison de thérapie et on ne peut pas commencer aujourd'hui une recherche de thérapie sans manualiser les thérapies. Et les thérapeutes ont participé, on a bénéficié d'une collaboration anglaise avec des techniques aussi de manualisation qui ont changé. Je pense que l'opposition à la manualisation, elle est liée à l'origine des manualisations qui étaient liées aux thérapies comportementales et qui fait que les thérapeutes qui n'avaient pas cette orientation étaient très réticents. Donc la thérapie familiale systémique telle qu'elle est pratiquée ici a été manualisée. On a implémenté une nouvelle technique dans le service qui est celle du multifamilial. On a créé un autre manuel et on recommence un essai randomisé. On a développé une évaluation de l'Express Emotion qui est à disposition de tous les praticiens qui le souhaitent, qui est une dimension intéressante, qui est dans le discours des parents, les dimensions critiques ou de surprotection qui apparaissent et potentiellement les interactions familiales qui sont... Ça mesure les interactions familiales qui peuvent exister entre un patient et son parent. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et on a obtenu un autre PHRC. Donc, on a accumulé des données entre 0, 6, 12, 18, 54 et 13 ans qui ont toujours été exploitées jusqu'à présent de manière transversale. On a une étudiante seulement qui les exploitait de manière longitudinale pour voir l'évolution au cours de cette évolution. Il y a énormément de données. Elles sont ouvertes à tous les gens qui voudraient travailler dessus. Et je pense qu'on a plusieurs types de bases de données comme celle-là qui existent sur des données cliniques, une autre qui s'appelle EvalHospital sur l'apport de l'hospitalisation, avec des évaluations multidimensionnelles somatiques et psychiatriques, des évaluations psychiques, des évaluations des parents. Et en fait, on a accumulé des données et elles sont à disposition. Voilà.
trouve que c'est très très intéressant. C'est quand même extraordinaire d'avoir réussi à faire un essai randomisé. Bravo. Quand même, comme c'est une pathologie très très grave, vous avez pu essayer de rechercher le statut vital des perdus. Oui, oui, même ceux qui sont, même ceux qu'on n'a pas retrouvés. Oui. A priori, il n'y a qu'un seul décès. Un seul décès. Parce que je trouve que ça vaudrait le coup aussi de donner ce résultat-là pour dire que les groupes sont comparables et puis aussi pour donner des chiffres de mortalité finalement estimés assez solidement. Oui, non, ils sont sûrs, ils sont exhaustifs. On l'a fait ça sur un autre groupe de patients. On avait 400 patients qui étaient suivis dans le service et on a fait une étude de mortalité aussi à 10 ans. Ça aussi, on l'a fait sur un autre groupe avec le CEPIDC, avec les recherches exhaustives. Et aussi, je trouve que ça rassure sur certains chiffres que vous donnez, mais que vous donnez que sur ceux que vous avez pu retrouver. Donc oui. On se dit en permanence, mais où sont les autres que vous n'avez pas retrouvés, est-ce qu'ils vont mal? Oui. Au moins, ils ne sont pas morts. Alors, on a comparé les patients qu'on a retrouvés à ceux qu'on n'a pas retrouvés sur un plan initial de toutes les caractéristiques qu'on a évaluées. Il n'y a pas de différence. Que ce soit des données sociodémographiques, des données cliniques, des données de durée d'évolution, etc. Après, ça peut être différent. Mais en tout cas, on sait fermement qu'elles ne sont pas décédées. Il y en a quelques-unes qui ont refusé, alors je n'ai pas les chiffres, là, mais quelques-unes qui ont refusé d'être évaluées. D'autres qu'on n'a pas réussi à retrouver matériellement. Et voilà. Je voudrais savoir si vos résultats, vos résultats sont cohérents finalement qui donnent un peu d'avantage sur la thérapie familiale, en tout cas associée. Elles sont cohérentes et comme c'est pas manualisé, est-ce que c'est la même chose qu'on retrouve dans les essais randomisés étrangers? Alors, le problème des essais randomisés étrangers, c'est qu'ils sont centrés sur la première thérapie familiale dont je vous parlais, qui s'appelle le Family Based Treatment, qui est très codifié, et qu'en fait, il a fallu attendre 2014 pour avoir une étude qui compare cette thérapie familiale Family Based Treatment au type de thérapie familiale qu'on fait, qui est une thérapie systémique classique, qui est bien décrite, pour que ce soit comparé, en fait. Et donc, le premier résultat qui existe sur un seul échantillon, c'est que la thérapie familiale systémique fait mieux avec les situations les plus sévères. Elle fait mieux que les patients ayant des traits obsessionnels et ayant des durées d'évolution plus longues par rapport au FBT, mais le FBT fait globalement mieux que l'autre. Mais ça, 1, 2, 3. Ce qui manque... Oui. Lequel fait globalement mieux que l'autre? Ce que concluent les auteurs, mais il se trouve que j'avais reviewé l'article, j'ai nuancé leurs propos. Ce qu'ils disent, c'est que globalement, la thérapie FBT qui est centrée sur l'alimentation, les troubles alimentaires, elle fait mieux que la thérapie familiale systémique. Mais eux, la thérapie familiale systémique, ils la proposent isolée, sans approche de la nutrition et de la prise en charge globale, d'accord? Donc c'est un peu biaisé comme comparaison, puisqu'en fait, il n'y a pas une prise en charge globale. Donc j'allais dire, évidemment, elle fait moins bien sur les symptômes alimentaires, sur des choses comme ça. Mais il montre que pour le sous-groupe de patients qui va le plus mal, elle fait mieux. C'est-à-dire qu'elle arrive mieux à aider ceux qui vont le plus mal. Ce qui manque dans la littérature, c'est la comparaison de différentes approches. Parce qu'en l'occurrence, il y a un énorme lobby sur la thérapie familiale manualisée par les Américains, développée en Angleterre et manualisée par les Américains. Et ce qu'on va mettre en place comme étude, là, c'est une comparaison de 2 techniques de thérapie familiale. Et c'est ce qui existe très peu dans la littérature et c'est ce que développent les nouveaux essais. C'est-à-dire, en fait, la question sous-jacente à tout ça, en tant que praticien, c'est pas de savoir laquelle des 2 fait mieux. Pour moi, la question, c'est de savoir lesquels de mes patients vont bénéficier mieux de laquelle de ces techniques, puisqu'a priori, elles sont toutes efficaces. Mais qu'on sait très bien qu'à la fin, tout le monde a 40% de gens pour qui ça a bien marché au bout de 18 mois, au bout d'1 an. Et on ne sait pas aujourd'hui qui pourrait mieux répondre à telle indication ou à telle autre indication, et c'est donc l'objectif secondaire de l'étude qu'on va monter. Oui. C'est pourquoi vous avez attendu 13 ans pour conclure. J'ai l'impression que vous pouviez faire au bout de 5 ans. Ah non, mais on a conclu au bout de 18 mois, on a conclu au bout de... C'est-à-dire qu'on a fait un papier à 18 mois, celui à 5 ans, il est en sous-mission, et on va en faire un autre à... Tous vos patients sont sous thérapie familiale. Alors, tous les patients, dans le protocole de prise en charge qu'on a mis en place, effectivement, on propose à toutes les familles une thérapie familiale.
On propose, après les gens choisissent ou ne choisissent pas. Mais après, il y a la question de la formation, et là vous entrez sur un axe de réflexion qui pour moi est important, c'est qu'est-ce qui reste dans nos pratiques de ce genre de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que les équipes adoptent ou n'adoptent pas. Je pense qu'en France actuellement, la thérapie familiale systémique est reconnue comme quelque chose qui est indiqué très largement, mais voyez, on a un problème dans la construction de notre nouvel essai là actuellement, puisqu'en fait, pour adresser à... Donc on a construit, je pars de ma position, qui est celle que vous soulignez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où à 18 mois, on a conclu que c'était efficace, tous les patients qui étaient hospitalisés, parce que moi j'étais responsable d'hospitalisation, je veillais à ce que toutes les familles se voient proposer une thérapie familiale en plus du suivi. Mes collègues ne partagent pas cet avis, c'est-à-dire que des données, certains de mes collègues ne partagent pas cet avis, c'est-à-dire que des données pour eux evidence-based ne vont pas à l'encontre de leurs croyances et de leurs pratiques. Et certains de mes collègues se positionnent en disant « mais moi je décide de quelle famille j'envoie ou je n'envoie pas en thérapie ». Et on a eu des discussions théoriques autour de ça, qui est peut-être on laisse les familles choisir, on leur propose et on laisse les familles choisir. Mais si on ne leur propose pas, les familles ne peuvent pas y avoir accès. Et là, dans le nouvel essai qu'on commence, on a un problème, c'est que nos collègues ne veulent envoyer les patients que s'ils estiment qu'il y a une thérapie familiale indiquée. Or, sur le plan international et sur le plan des données que nous avons et sur le plan de toutes les recommandations, y compris françaises, la thérapie familiale fait partie des choses qui sont indiquées et recommandées. Non, mais comment on fait changer le terrain? Comment on fait changer le terrain? Et ça, c'est la question de la pénétrance de l'evidence-based en France et de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, on travaille institutionnellement et par contre, d'autres équipes, elle est multicentrique cet essai. Donc il est multicentrique et il y a des centres sur lesquels ça ne pose aucun problème. Absolument aucun problème. C'est partout pareil, je pense. Hein. Je pense que c'est pas qu'en psychiatrie. Hein. La force des croyances et de l'habitude. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Non, alors, moi, soyez réaliste, c'est-à-dire... Bah si, je pense que là, je vous le présente de façon caricaturale. Donc, je vous le présente de manière absolument claire et je lève le voile et je le dis, d'accord? Mais quand je vois les essais thérapeutiques dans d'autres disciplines et quand je vois les croyances ou les écoles, je pense que ce n'est qu'une caricature de ce qui se passe dans d'autres domaines. Et de comment, enfin bon, c'est un autre débat, hein, c'est comment implémenter le changement, comment faire que les gens se forment, comment, enfin voilà. Je dépasse la question. Ah bah oui, mais... Bon, écoutez, et le Lyme, il est... Alors, il y a le live. Voilà, enfin, je sais pas, je peux... Moi, si vous voulez, la psychiatrie, quand on me dit qu'elle est à part, quand on me dit que la psychiatrie est à part, je pense qu'elle est pas si à part que ça. Enfin, je veux dire, les questions se posent. Alors après, on a une dimension humaniste, un rapport à notre spécialité qui est différent et une façon d'appréhender la connaissance qui est différente, mais finalement, les questions peuvent se rejoindre, je pense.